Bonjour à tous. En tant que présidente de la Cité de l'Architecture, je suis ravie d'introduire cette soirée qui est consacrée à un sujet un peu alternatif, on va dire, mais ô combien important, parce que finalement, ce sont comment mettre au point de nouvelles manières de construire, comment innover à la fois humainement et matériellement, je crois. Et ça, ce sont des sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur, puisque nous avons cette dimension ici de prospective, mais de prospective largement ouverte à tous les secteurs de la création et à toute la géographie. Donc je suis particulièrement ravie de vous accueillir ici, messieurs. Et je passe tout de suite la parole à la cheville ouvrière de cette soirée, c'est-à-dire Fiona Meadows. Merci Madame la Présidente. Cette soirée est née car Francis Rambert et moi-même avions pris connaissance du concours organisé par l'association Baloua-Salo, le prix Kaira Lorou, et étions intrigués car le président du jury était Kengo Kouma, qui se mobilisait pour l'Afrique. Pour le thème de 2022, il s'agissait de concevoir une maison pour les enfants pour la lutte contre la malnutrition. Scoop du soir, donc ça c'est pour les amis de Facebook, j'ai l'honneur de vous annoncer en avant-première que le sujet sera en 2023 une école primaire pour le milieu rural du Sénégal. Merci Tchekna Diébaté pour cette exclusivité à la Cité de l'Architecture et pour le programme Le Laboratoire de l'Afrique. Pour organiser cette soirée, j'ai donc contacté Tchekna Diébaté, soit Raoul Vecchio, président et cofondateur de Baloua-Salo, qui était à Bagnères, dans la région de Sédhiou, au sud du Sénégal, en Casamance. Donc là, à nouveau, je remercie WhatsApp et Internet, car on a pu discuter plusieurs heures sans penser aux frais de téléphone. Raoul a tout de suite accepté, mais m'a demandé que l'on présente plutôt les activités de l'association que juste le volet du concours, qui était ma demande initiale, d'où l'intitulé de la soirée « Baloua-Salo pour une architecture humanitaire et participative en Afrique ». Nous avons l'honneur ce soir de recevoir Djali Diabaté, cofondateur de Baloua-Salo, griot, natif de Bagnères, il est médiateur culturel. Nous avons Youssouf Koutoudiou, est-ce que Youssouf peut se présenter, griot mandingue, natif de Tanaf. Et Tchekna Diébaté, soit Raoul Vecchio, président et cofondateur de Baloua-Salo, et si je ne me trompe pas, architecte italien, qui vit au Sénégal depuis 10 ans. Ils vont nous interpréter de la musique, donc je rassure la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Nous commencerons à 20h30. Pour animer ce débat, j'ai proposé à mes complices de l'association Afrique Archi de se joindre à nous. Donc ils seront modérateurs, les deux architectes, Francis Sessou, architecte béninois, et Kader Berekla, qui est aussi architecte franco, on va dire, algérien. Cette soirée est précieuse, car dans ces temps de crise, Baloua-Salo nous donne une leçon du Sud, pour nous, le Nord, que c'est possible, oui c'est possible, de construire un monde durable et socialement équitable. Merci d'être ici, merci à l'association d'avoir trouvé les moyens financiers pour venir, merci au public d'être ici, merci à l'équipe de coordination, Anne Lagune et technique Florian, de faire que tout se passe bien, car c'est un live Facebook. Donc bonjour aux amis lointains du Sénégal. Coucou Saskia, je sais que tu me regardes. Et d'ailleurs, et bonne soirée à tous. Et donc je passe le micro à Raoul, ou plutôt à Kader. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Je suis Kader Berekla, architecte et cofondateur d'Afrique Archi. Avec Francis Sessou à mes côtés, nous allons avoir la lourde tâche de modérer cette conférence. Un grand merci à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, à Madame la Présidente et à Fiona Meadows et ses équipes pour cette invitation. Nous sommes très heureux d'être à vos côtés, car votre projet fait écho à une démarche que nous avons initiée également au travers d'un grand concours international tourné vers l'Afrique qui se déroule tous les 2 ans depuis une dizaine d'années maintenant.
qui a vu un certain nombre de thèmes abordés, des thèmes qui sont liés à des sujets d'actualité, comme la santé, comme l'éducation, on a parlé d'une école. Et donc les projets et les actions que vous menez font un véritable écho, avec une dimension territorialisée, puisque vous êtes basé principalement au Sénégal, donc un écho à notre démarche, et nous pensons qu'il y a de vrais liens et une vraie concrétisation de ce que l'on a tenté, nous, à notre échelle, de mener dans un territoire, dans un lieu précis, avec la population. Et je vous passe donc la parole pour nous décrire tout ça et nous présenter l'ensemble de vos actions. Merci. Voilà, moi je reste au début. Donc bonsoir à tout le monde. Et je vais à droite. Ok, donc bonsoir à tout le monde. Bonsoir à président et Fiona qui elle nous a organisé, les modérateurs. Bonsoir à tout le monde. Donc bon, tout d'abord c'est un plaisir d'être là, partager notre vision, notre approche, notre objectif humanitaire d'aider. Parce que Balo Solo, c'est une organisation humanitaire. Il est né avec l'objectif de résoudre des problèmes à niveau social, environnemental, d'améliorer les conditions de vie des populations en milieu rural. Moi, je suis le président et co-fondeur avec Jali Diabaté. On s'est rencontrés il y a 10 ans. On s'est rencontrés dans le but de faire quelque chose de bien. Et on a créé l'association Balo Solo. Youssouf Koutudio, c'est un griot mandingue. Il est natif de l'endroit où on travaille. Et il est là aussi pour amener son témoignage en tant que natif, en tant que griot. Après, on va dire que le griot, c'est un rôle très important dans la culture mandingue. Et donc, moi, je commence de la culture mandingue. Balo Solo, il a une tradition mandingue. C'est une association humanitaire italo-sénégalaise. C'est une association où le nom, il dit déjà tout. Parce qu'à l'intérieur de le nom, il y a beaucoup de mots. Il y a Ba, ça veut dire mer, ça veut dire océan. Il y a l'eau, qui est la cour, ou bien la vallée. Il y a Salo, qui c'est le pont, ou bien la prière. Donc la signification de Balo Solo, c'est un pont pour la vie ou prière pour vivre. Le nom, il était choisi par un griot, un ancien griot de la vallée où on travaille. Balo Solo, c'est une organisation qui a une approche humanitaire participative. C'est-à-dire, nous, on a une équipe locale et c'est avec la population même qui on débute les projets, qui ont conçu les projets, on organise, on gère les projets. Ça, c'est une image de 2012 très significative parce que beaucoup de chefs de village on s'est rencontrés dans le village de Sanophili, c'est un petit village de 500 personnes. On s'est rencontrés, on a fait une prière. Ces prières-là, il a donné la chance à presque 80 000 personnes. Et moi et Jali, on a entendu cette responsabilité et c'est là-bas qu'on a décidé de commencer ces missions de solidarité. Mais Balo Solo, c'est aussi la communauté, parce qu'on est intégré dans la communauté. Comme ils ont dit, moi je suis basé aussi au Sénégal. Et donc, tout le processus de mise en place d'un projet, il est fait avec la communauté. Balo Solo, il y a plusieurs secteurs d'intervention, donc on est dans l'éducation, dans l'accessibilité à l'eau potable, dans les infrastructures. Donc notre vision, c'est une approche transversale. On est une équipe de professionnels, il y a des architectes, il y a des médecins, il y a des avocats. Donc chaque projet, il faut qu'il soit conçu avec plusieurs secteurs pour faire qu'il soit un projet vraiment important avec des avantages. Mais nous, on travaille à niveau local avec la mise en place des projets, avec des constructions, mais aussi à niveau international, avec la sensibilisation des droits humains, la conception, ou bien la recherche, la communication. Je tiens à souligner que nous, on a une approche totalement humanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que nous, on a choisi de refuser tous les financements publics, du gouvernement, je ne sais pas, de l'Union européenne, ou bien je ne sais pas, parce que Balo Solo, il est la solidarité. Solidarité, ça veut dire se rencontrer, s'aider l'un vers l'autre. C'est ça qui peut changer le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, mais si on ne s'aide pas l'un vers l'autre, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut faire rien. Donc, ce n'est pas l'argent, mais c'est la solidarité, c'est rencontrer l'un vers l'autre. Donc, nous, on a choisi de travailler exclusivement avec des dons privés.
Donc on fait des événements au niveau local, à niveau international, on demande des donations privées et c'est comme ça qu'on peut développer les projets. Donc en plus de réaliser les projets, on fait aussi la sensibilisation parce que qui va nous aider, ils sont les projets. On travaille avec un code éthique qui il a comme référence les plus importantes conventions au niveau international des droits humains. Et on est en cadre de développement durable parce que le développement durable, c'est pas... Bon, on est ici de la Cité de l'Architecture, mais le développement, c'est aussi social, économique. Donc chaque projet, il doit tenir en compte de plusieurs actions, plusieurs impacts dans toutes les trois dimensions de la durabilité. Nous, on est dans le Sénégal, dans la région de Casamance. Il prend le nom de le fleuve Casamance. Et nous, on est dans la région de Sédiou. C'est une des plus défavorisées de tous les pays. Mais aussi, on est dans un milieu rural de la région de Sédiou, qui s'appelle la vallée de Tanaf. C'est une vallée de presque 480 km², où à l'intérieur, il y a presque 85 villages et 80 000 personnes. Ça, c'est des photos aériennes, donc vous voyez que c'est un milieu exclusivement rural. Ça, c'est l'eau de la vallée de Tanaf. On va y entrer sur cela. Ici, vous voyez qu'il y a seulement une route bétonnée. Tous les autres, ils sont en route avec des terres, des pierres. Ça, ils sont les villages les plus importants. Les villages de Bagnères, où c'est mon village, mais c'est aussi les villages où il est né Jali, et à droite, les villages de Tanaf. Donc, vous voyez qu'ils sont des villages Bagnères avec presque 2500 personnes, Tanaf presque avec 9000 personnes. Ça, c'est la situation dans les milieux ruraux. Donc, les routes à l'intérieur, ils ne sont pas bétonnées. Pour aller à l'intérieur des villages les plus enclavés, donc vraiment, c'est pas facile d'y accéder. Ça, c'est les postes de santé de Bagnères, donc il n'y a presque rien là-bas. Ça, c'est les stations de Tanaf, donc les garages. Ça, c'est les marchés de Bagnères, donc où normalement il y a toutes les activités commerciales. Ça, c'est les marchés de Tanaf. Ça, c'est une école. Vous voyez qu'il y a les enfants qui sont au soleil, ils sont par terre. Ça, c'est les sels. On a développé un projet, je vais juste un peu parler de ça. C'est un projet où, à cause des changements climatiques, le sel il a envoyé toute la vallée, il a détruit toutes les rizières, il a contaminé l'eau des puits. Ça, c'est les puits. Donc, presque toute la population il boit de l'eau des puits depuis qu'ils sont contaminés, puits traditionnels. On va y entrer sur cela. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'à un niveau où on intervient, dans les milieux ruraux, il y a presque toute la population, parce que les 97% des familles sont dans la pauvreté, il n'y a pas d'accès à l'eau potable, il n'y a pas d'accès à la santé, il y a des familles sans électricité, et c'est les conditions de 80 000 personnes, dont plus que la moitié, c'est des enfants. Donc, on va y entrer un peu dans le domaine de l'architecture. Bon, on sait très bien que l'architecture il est liée au développement et à les changements climatiques. On connaît très bien les problèmes des inondations, les fonds glaciaires, la sécheresse, la pollution. Mais si on réfléchit, les secteurs qui font des émissions, presque les 60%, il est lié à le secteur de la construction, la production de ciment, les chantiers, etc. Et dans cette pourcentage, presque les 50%, c'est des maisons et des infrastructures. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on va construire dans une façon durable, écologique, on va réduire presque les 60% de l'impact à niveau global. Si on réfléchit aussi, on voit ici, c'est la contribution des continents, bien des pays à niveau de pollution à niveau global. Presque les 30%, c'est la Chine. Donc voilà, nous on est là, l'Italie, l'1%, etc. Il n'y a pas l'Afrique. Mais si nous pensons que dans les 2100, la population africaine, ça sera 4 fois plus qu'aujourd'hui. Et si nous pensons qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de se développer en suivant un processus de construction qui fait des pollutions, donc avec beaucoup de bâtiments qui sont produits en ciment, donc l'Afrique aura un impact incroyable sur le changement climatique à niveau global. Mais aussi, si nous pensons que, ça c'est le monde, si nous allons regarder l'impact qu'il y a, donc les conséquences des changements climatiques sur l'Afrique, donc l'Afrique aujourd'hui, il ne fait pas de pollution, mais c'est le continent qui subit plus de conséquences. Paradoxe.
Donc, vous voyez la perte des forêts, donc l'Amérique latine et l'Afrique. L'utilisation de l'eau en Afrique, c'est presque zéro. Les morts pour la sécheresse, l'accès à l'électricité, le manque d'éducation primaire, les maladies, donc il y a beaucoup de maladies, donc le choléra, la malaria, etc. Donc c'est incroyable, regardez qui, même si aujourd'hui même l'Afrique ne fait pas beaucoup de pollution comme on a regardé, c'est la Chine presque les 30%, l'Afrique est en train de subir les conséquences très graves. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire l'architecture? Donc, à notre avis, l'architecture n'est pas la conception, n'est pas un désigné, n'est pas un espace. L'architecture, c'est anthropologie, c'est sociologie, c'est l'environnement, c'est la prise de conscience, c'est l'engagement. Pour nous, l'architecture, c'est un outil qui va servir pour créer un processus de prise de conscience, de sensibilisation, d'engagement. L'architecture, c'est la responsabilité de créer des connaissances, d'engagement et de formation. Et ça, c'est possible de le faire seulement si nous, on tient compte les trois dimensions de la durabilité, donc sociale, environnementale et économique. Notre approche, comme je l'ai dit, c'est d'obtenir des résultats. Les résultats, c'est pas, nous, on ne fait pas de bâtiments, on ne fait pas d'architecture. Nous, on aide. Pour aider, il faut chercher l'autosuffisance, il faut chercher la gestion, l'autogestion au niveau local. Donc notre approche, c'est une approche où les protagonistes de tous les processus de mise en place des projets, quels que soient les projets, soit de formation, soit de construction, soient faits par la population même. Donc ici, par exemple, c'est une marche qu'on a fait pour dénoncer des manques de droits humains au niveau local. Ça, c'est des images où la communauté même il est en train de construire les projets, ça, des formations avec les écoles, des ateliers, les associations des femmes, etc. Ça, c'est ça qui crée l'engagement, c'est ça qui crée la connaissance, c'est ça qui crée le développement, l'autosuffisance. C'est ça l'objectif. Donc, on a plusieurs projets en cours, plusieurs projets qui sont développés. On a fait une petite sélection de quelques projets qui ont jugé, je pense, plus intéressants pour vous. Donc, le premier projet dont on parle, c'est le centre polyvalent culturel dans le village de Tanaf, dans le village de Youssouf. Donc, ça, c'est la mosquée de Tanaf. Vous voyez qu'il est construit avec des briques en ciment. Briques en ciment qui sont briques ciment en sable, qui sont la typologie de construction aujourd'hui la plus utilisée. Ils sont des maçons qui ne sont pas spécialisés. Et donc, vous voyez qu'il y a des fois des tours ou bien des maisons à plusieurs étages avec des piliers de 15 sur 15 cm. Ou bien avec 3 fers au lieu de 4 fers. Donc, il n'y a pas une expertise, il n'y a pas des entreprises. Donc, au lieu, des fois, c'est dangereux pour la sécurité, mais aussi il n'y a pas de définition. Donc, dans les bâtiments, il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'isolation. Et donc, à l'intérieur, on vit vraiment des conditions qui ne sont pas favorables. Des fois, à l'intérieur, il y a presque 60 degrés. La prolifération des bactéries, des virus. Donc, ce n'est pas seulement une question économique parce que les ciments, ça coûte cher, mais c'est aussi une question de santé, c'est une question des droits humains. Vivre dans les bonnes conditions, c'est un droit humain. Et donc, on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les gens à comprendre qu'on peut vivre mieux, qu'on peut respecter l'environnement et protéger l'environnement. Donc, on a jugé dans ces projets d'utiliser la technologie des earthbags, donc des sacs remplis en terre. Donc, ça, c'était les sites de construction, c'est l'ancienne mairie. On voulait la rénover, mais ce n'était pas possible parce que c'était totalement détruit déjà. Donc, on l'a remplacé. Ça, c'est le plan où la conception du projet, il prévoit la ventilation naturelle. Il y a une surposition de plusieurs matériaux. Il y a des murs qui vont suivre le parcours du soleil pour créer des ombres dans les bâtiments. Ça, c'est le site dans le vieux aérien. Donc, il y a un espace public, il y a un musée, il y a des toilettes, il y a des salles de formation, il y a des salles de réunion, il y a des places de marché, il y a des bureaux. À l'intérieur, il y a presque 800 mètres carrés. C'est une infrastructure que dans tous les Casamance, il n'y a pas. Parce que ça manque les infrastructures de la Casamance. C'est au milieu rural, donc il n'y a presque rien. Les objectifs ils sont de donner une infrastructure modèle qui ça peut permettre à les gens de connaître des typologies de construction qui sont différentes, qui ne font pas de pollution,
favoriser l'organisation des activités de formation, des événements, mais aussi, surtout, promouvoir les traditions. Donc, le centre, il y a un musée, parce qu'à l'intérieur du musée, avec des historiens locaux, on est en train de chercher des matériaux qui sont en train de disparaître. Et donc, on va les mettre là-bas, on va les protéger, les jeunes ils vont les connaître, ils vont connaître les racines. Donc, ça, par exemple, à droite, c'est le Kankourang, c'est un esprit traditionnel de la culture mandingue. À gauche, il y a des autres matériaux, il y a les bongbolons. Chacun de ça, il y a une signification très importante. Quelqu'un a disparu. Ça, c'est une équipe. Donc, moi, je suis là. Ça, c'est l'équipe du chantier. Ils sont des gens, des agriculteurs. Quelqu'un n'a pas étudié. Donc, on l'a pris, on a créé l'équipe, on l'a formé pour 6 mois. Aujourd'hui, ils sont vraiment extraordinaires. Ça, c'est pendant la formation. Ça, c'est l'équipe de foot de Tanaf. On a fait des activités de participation communautaire. Donc ça, c'était le chantier au départ. Donc on a creusé, on a mis les sacs en bas, les murs, ça va monter, il y a la finition, etc. L'objectif, c'est montrer qu'on peut construire sans ciment, zéro ciment, zéro. Zéro. Ça veut dire vraiment avantage au niveau d'isolation thermique, d'économisation. Donc vous voyez, il y a les bâtiments, ils sont simplement des sacs. Ça, c'est le mur qui va protéger du soleil. Zéro ciment. Comme il est fait, il y a une caisse où à l'intérieur, on va mettre la terre qu'on appelle la mandingue banco. Le sac, il est fermé. Après, on a créé une caisse. La caisse, on l'a créée sur place avec les soudeurs locaux. La caisse, ça va sortir. Le sac, il va descendre en bas. Il va se reposer dans les couches qu'il y a en bas. Entre les deux couches, il y a un filet barbelé. Ça va permettre que les sacs ne vont pas glisser entre eux-mêmes. Le sac, il est tapé, après il est niveauté. La finition même, c'est naturel. Donc, on a fait des tests avec les différentes typologies de terre. Donc, il y a des terres, il y a des sables, des argiles. On a fait un mélange où il y a la paille. Donc, il y a les Nyantan, à Mandingue, c'est la paille. Il y a les Kenyon, c'est la sable. Donc, on l'appelle la Mandingue. On a mélangé. Il y a un mélange manuel. La pose. Donc, la finition, c'est un gros couche qui ça va permettre à les sacs d'être protégés par les rayons UV. Mais surtout, ça c'est le bâtiment. Le bâtiment, comme je l'ai dit, c'est zéro. C'est la prise de connaissance qui ça fait la différence. Donc, à part l'équipe locale qui est chaque jour sur place, il y a la participation communautaire. Donc, presque chaque 15 jours, il y a les associations de femmes qui vont participer à la construction. On a fait la finition avec les associations de femmes. On a fait des ateliers avec les enfants, soit à l'école, soit dans les chantiers. Il y a les associations de jeunes qui vont participer. Aujourd'hui, le bâtiment, ce n'est pas encore fini, donc on espère de les compléter avant, vers avril. Aujourd'hui, ça c'est la salle de réunion. Ça sera le musée. Un autre projet pour nous très important, c'est favoriser l'accessibilité à l'eau potable. Ça, c'est les puits traditionnels. Donc aujourd'hui, presque dans tous les villages, je ne parle pas de Tanaf et Bagnères parce que là-bas, il y a des forages, même si ces forages ne sont pas toujours en marche. Donc des fois, à 9 h, l'eau, c'est fini. Donc il faut attendre le lendemain. Mais on parle surtout des milieux ruraux, de 7 milieux ruraux. Donc les petits villages où il y a, par exemple, 500, 800 personnes. Ça, des puits traditionnels, ça, c'est ça. Les gens, ils boivent l'eau d'ici. Donc c'est des puits de fosses de 8 mètres, 10 mètres, des fosses qui sont souvent contaminées parce qu'il n'y a pas de réseau hydraulique, il n'y a pas de réseau d'égout. Donc l'eau s'est contaminée soit pour le changement climatique, soit pour les processus des hommes. Aussi, des fois, il n'y a pas de protection dans les puits, donc la sable, ça tombe sur l'eau, ou bien des animaux ils vont tomber, mais c'est l'unique eau qu'on a disponible, donc c'est ça qu'on boit. Mais aussi, pour prendre l'eau, on doit descendre des cieux avec les cordes. Vous pensez de prendre 40 litres chaque jour, de monter, descendre l'eau, et après la transporter à la maison. Ça, c'est depuis où on boit. Hein. Ça, c'est le village de Kenewal. Mais aussi transporter l'eau. Normalement, c'est les femmes qui vont prendre l'eau. Des fois, dans la saison sèche, des fois, les puits sont vides. Donc, ils vont être sèches. Donc, il faut aller à kilomètres pour récupérer l'eau. Vous pensez à transporter l'eau chaque jour. Presque les familles sont très nombreuses. Donc, des fois, 30 litres, 40 litres par jour. Donc, c'est vraiment très difficile. Notre objectif, c'est de créer un réseau de puits dans toute la vallée pour permettre vraiment presque à tout le monde d'avoir de l'eau.
mais pas seulement de l'eau, mais de l'eau potable. Donc on fait des puits ou bien des mini-forages où il y a un système solaire qui ça va permettre, en touchant un bouton, de monter l'eau tranquillement. Donc à niveau de santé, pour éviter que les gens ils vont monter l'eau avec les mains. Mais surtout, il y a un système de filtration de l'eau à osmose et stérilisation UV. Ça va permettre de réduire presque les 99% des virus et des maladies. À travers ce système de les puits où on a réalisé, dans les villages où on a réalisé les puits, on a vu une réduction des cas de diarrhée des enfants presque de 60%. La diarrhée des enfants, avec l'inaccessibilité à la santé, parce qu'ici il n'y a pas d'hôpitaux. Le premier hôpital, c'est à Goudomp, c'est presque 70 km. Et acheter les billets avec la pauvreté, c'est vraiment difficile. Donc, des fois, on préfère rester à la maison avec des médicaments traditionnels quand c'est possible de l'avoir. Et donc, ça veut dire vraiment sauver des vies. Parce qu'ici, dans la région et dans cet arrondissement, le taux de malnutrition des enfants et aussi de mortalité des enfants, c'est le plus élevé du pays. Les filtres, ça va permettre d'avoir deux typologies de l'eau, l'eau potable et de l'eau agricole. Donc, il y a aussi la valorisation de l'eau. Ça, c'est le premier puits qu'on a fait, un puits dans le village de Sambakunda. C'est presque à 8 km de Tanaf. Donc, il est creusé. Donc, vous voyez qu'il ne s'est pas creusé. Donc, il n'y a pas les murs de le puits, ce n'est pas en terre. Donc, il y a les ciments qui se va protéger. Mais ça, surtout, la participation communautaire. Donc, ça, c'est les fils des chefs du village. On a construit tout ensemble. Ça, c'est ici à gauche, c'est le chef du village. Mais la chose qui est plus intéressante, c'est que nous, on a créé les puits, mais aussi on a un endroit autour des puits pour donner des valeurs, pas les puits, mais à la ressource en eau. Donc, par exemple, il y a cette natte en bas. Normalement, elle est de la maison ou bien de la mosquée. Les enfants, avant d'entrer, ils vont s'enlever les chaussures. Ah, je peux entrer comme ça. Ça, c'est comme dire le respect vers la ressource en eau. C'est une autoprotection de la ressource en eau. Ça va sensibiliser les gens. Mais aussi, on a vu que de temps en temps, les gens vont aller là-bas, ils vont prier. C'est incroyable. Et donc, on a fait un marque en bas pour signer la direction de la prière. Ça, c'est un autre projet, un autre puits à Sanophili. C'est un autre petit village de presque 800 personnes. On a créé une landmark derrière un bâtiment qui il est ici. On a créé un système de montage avec la population, toujours avec l'équipe, avec cette joint qu'on a créé avec les soudeurs locaux. On a monté, on a créé tous les éléments qu'après on a monté sur place. Après, les villageois ils ont appelé ça la Tour Eiffel, donc on est à Paris, mais tout à fait, c'est pas différent. Et donc on l'a monté tout ensemble. Et après, comme c'était très lourd, on l'a soulevé pour la déplacer et la mettre sur les fondations. Ça, c'est la fête qui pendant l'inauguration. Ici, c'est notre fer de bannière. Ça, c'est un autre puits qu'on a réalisé à Talikouurto. C'est aussi une autre chance. Donc, vous voyez qu'ils ne sont pas jamais les mêmes, les projets. Parce que chaque projet, c'est l'opportunité de montrer quelque chose, de créer des connaissances. Donc, toujours, ça, c'est quelqu'un de notre équipe. Ça, il y a les villages qui participent. Il y a les femmes qui ont pris l'eau pour mélanger les ciments. Ça, c'est le chef des villages qui est en train d'attacher les fers. Donc, on a créé simplement une caisse, un grillage, où à l'intérieur, il y a des pierres. Les pierres qui sont juste à côté. Donc, zéro transport, zéro coût et zéro ciment pour les murs. Donc, on l'a monté, c'est très simple. Après, on a créé la serpente, on l'a monté avec tous les villages. On a fait l'assemblage. Lui, c'est Mamadou, il est très content. Et vous voyez ici à gauche, à droite, l'eau potable et l'eau maraîchage. Donc ça, c'est dans l'équipe. Et au milieu, il y a l'imam. Donc normalement, quand on termine un projet, on fait une prière. Ça, c'est le dernier projet à niveau d'accessibilité à l'eau potable qu'on a fait. C'est dans le village de Tanaf, dans la ville de Tanaf, où on a créé un système de filtration de l'eau dans les puits déjà existants dans l'école première de Tanaf, l'école 1 et l'école 2. Donc il y a surtout c'est le système de filtration de l'eau. Donc ici dans la chambre, il y a tous les filtres d'osmose et stérilisation. Donc ça va permettre à les enfants de l'école d'avoir chaque jour de l'eau potable eau filtrée.
je vous dis, c'est un luxe. C'est vraiment quelque chose qui... je vous dis, c'est quelque chose vraiment... Je sais que c'est difficile des fois à penser, à imaginer, parce que nous, on peut prendre là, ça c'est lourd, on peut l'avoir, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai bu des fois de l'eau avec la terre. Moi, chaque fois que je pars, je tombe malade. Parce que c'est ça qu'on peut boire. Il y a seulement ça. Donc, donner l'accessibilité à l'eau potable, donner l'eau potable gratuitement, c'est incroyable. Un bouteille de l'eau, ça coûte combien? Un bouteille de Kiren 1000 francs. 1,50 €. 1,50 €, c'est beaucoup, vraiment, c'est beaucoup. Ça, c'est les filtres à l'intérieur, c'est l'équipe. Donc, on a l'objectif, ils sont déjà en cours, 4 mini-forages. Ça, ce n'est pas réalisé, ils sont désignés, de 4 mini-forages dans l'endroit, ils sont déjà en cours. Un autre projet très intéressant, qui on juge vraiment très intéressant dans le cadre de participation communautaire, c'est la rénovation des écoles. Donc, ça, c'est l'école. C'est une école de Simbandi. Vous voyez, ce n'est pas terminé. C'est la communauté même qui l'a réalisé, mais il n'a pas eu les moyens pour le compléter. Donc, il n'a pas de définition, il n'a pas la toiture. Les enfants, ils sont au soleil. Ils sont au soleil, ils sont assis par terre, il n'y a pas de fenêtre. Ils sont sous les briques, donc la poussière, ça entre. Le vent, ça entre. Donc, ce n'est pas la santé, ce n'est pas le droit à l'éducation, il n'y a rien. Ça, c'est aussi l'abri provisoire. Presque dans toutes les écoles, les classes ne sont pas suffisantes et donc la population il va créer ces classes avec des quarantaines et les enfants ils vont étudier ici. Ça, c'est la classe. Et donc, on a créé un système de participation où nous, on a pris les matériaux, la population même, les maçons du village, ils se sont organisés avec des différentes équipes, les maçons, les menuisiers, etc. La mairie il a organisé tout le travail. Et donc, chacun il a fait ce qu'il peut. Donc, il y a aussi les vieux. Ici, c'est mon oncle. Les femmes, ils ont pris l'eau pour les mélanges ou bien pour les manger. Ici, c'est les plats, des plats communautaires. Donc, tous les villages, ils font les plats qui va permettre à les maçons de travailler tous ensemble. Vous voyez ici qu'il n'y a pas la toiture. Donc, on l'a complété. Il y a presque 15 jours. Donc, en haut, vous voyez auparavant. En bas, vous voyez aujourd'hui. Et aussi, on a créé un murales. C'est un artiste local qui a créé ça. Ça joue la psychologie. Donc, les enfants, ils ont envie d'entrer à l'école. Donc, ça montre aussi que l'école, c'est un endroit de création, de développement, d'avenir. Les tables bancs, il n'y avait pas. Vous avez vu que presque dans toutes les écoles, c'est comme ça. Mais aussi, les enfants ils sont aussi les protagonistes de ce processus parce que, ça c'est la signature. Donc l'enfant, en représentant de l'enfant, il a signé la réception du don. Ça c'est aussi une autre rénovation de postes de santé. Que là, on l'a complété. Ça c'est, on a un programme, autre rénovation des écoles. Ça c'est la prochaine école, c'est l'école de Walikunda. Un autre projet très important, comme vous avez vu, il y a le problème qu'il n'y a pas les tables bancs de l'école, presque dans toutes les écoles. Ou bien les tables bancs sont vieux, donc il y a les bois qui est gâté, donc des fois il est aussi dangereux, ou bien c'est le fer qui est rouillé. Donc vraiment, ce n'est pas bon, mais aussi la position des enfants, donc pour étudier, pour se concentrer, il faut les bonnes conditions à tous les niveaux. Et donc on a créé un atelier local avec les soudeurs locaux, qui a créé son équipe. On a fait un plan, un design de tables bancs, on l'a construit et déjà on l'a donné à beaucoup des écoles. C'est quelle école? C'est Tanaf, Talikurto, Simbandi, Sanoufili. Et ça va, on donne ces tables bancs qui sont produits par la même population. Ça, c'est le résultat de l'école de Talikurto. Et aussi, il y a le drapeau du Sénégal avec les couleurs de tables bancs. Les avantages, c'est l'économie circulaire parce que les soudeurs, l'atelier qu'il va à gagner la main d'œuvre, c'est une économie qui entre directement dans la communauté, qui peut être investie pour le développement du territoire, mais c'est la valorisation aussi de la main d'œuvre, de l'expertise à niveau local, et c'est zéro transport parce qu'il est produit localement. Actuellement, on y a vraiment beaucoup de projets en cours, parmi lesquels il y a une maison de femmes à niveau de Bagnères. Ça, c'est le projet, c'est en rendering, donc c'est le plan. Et ça, c'est la maison des enfants pour la lutte à la malnutrition. Les deux projets, ils sont les résultats d'un concours.
Comme j'ai dit tout à l'heure, notre fonds ils sont exclusivement des fonds privés qui ont fait à travers des événements, soit des concerts, soit des concours, soit, je ne sais pas, tout. Donc si vous voulez, vous pouvez soutenir. Ah, je voudrais. Et, parmi lesquels il y a le concours Cairaloro. C'est un concours qui il a débuté dans la première édition, c'était 2016. Vraiment, dans le temps, il a obtenu vraiment une grande reconnaissance à niveau international. Je pense aujourd'hui c'est presque le plus important concours d'architecture pour l'architecture humanitaire. Et il est vraiment partagé dans tout le monde. Donc il y a des participants dans toutes les régions du monde qui y participent. Donc depuis la première édition, il y a plus de 12 000 équipes qui ont participé. Il y a vraiment plusieurs langues. Et les objectifs, ils sont plusieurs. Donc, la sensibilisation de la communauté internationale. Parce que, par exemple, l'année passée, on a parlé à travers le concours de la malnutrition. Donc, on a expliqué c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, comment c'est possible de les résoudre. L'année passée encore, c'était l'émancipation des femmes. Donc, la maison des femmes. Mais aussi les jeunes architectes, parce que c'est un concours pour les étudiants, ou bien les jeunes architectes, ils vont y participer, ils ont la chance d'avoir une opportunité de croissance professionnelle parce qu'il va gagner, il peut faire des stages dans des cabinets d'architecture à niveau international comme Kengo Kuma par exemple. Mais aussi, tous les revenus ils sont donnés à Bolosolo. Donc, les revenus de concours, ils vont nous permettre de faire les projets dont j'ai parlé. Ça, par exemple, c'est la jury de l'année passée. Vous voyez, Kengo Kuma, c'est le président depuis le départ, mais il y a aussi d'autres architectes très importants comme Moro Gelé, ou bien Girardelli, Italia Bio, etc. Ça, c'est toutes les éditions de concours, les éditions passées. Ça, c'est la prochaine édition. Ça va être publié en janvier. Ça sera une école primaire. Vous comprenez bien pourquoi l'école primaire, parce que vous avez vu qu'il n'y a pas des écoles. Je reviens encore sur le projet avant de conclure. Comme je l'ai dit, tous les projets qu'on fait, nous, on les donne, on accompagne. Nous, on accompagne la population dans la réalisation de 16 projets, parce que c'est eux-mêmes qui demandent les projets, et c'est avec eux qu'on va les concevoir. Mais la gestion, c'est la population. Donc, on crée des rencontres, des comités locaux, on échange les idées, on échange les opportunités. C'est quoi les meilleures façons de gérer chaque projet. Donc, quel que soit le puits ou bien les centres polyvalents, etc. Donc, ils sont des rencontres communautaires qui sont très importantes parce qu'ils vont permettre vraiment l'autogestion des projets et donc l'autosuffisance. Je conclue avec le premier projet de Bolosolo, qui tout à fait, c'est aussi le nom, parce que les premières fois que moi j'allais, on était sur place, on a constaté le problème du sel. C'est-à-dire le changement climatique, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont créé un phénomène qui s'appelle intrusion du sel. Le sel de l'océan, il est entré dans les fleuves Casamance. Il y a des conditions de hypersalinité. Dans la région de Sédhiou, en rouge, il y a 5 fois plus sel que les mers. Ça, c'est destruction totale de toutes les rizières, perte de l'agriculture, perte de tout, contamination de la nappe, tout. Et donc, vous voyez ici les sels dans le sol. Ça produit aussi l'acidification du terrain. Vous voyez, ça c'est la vallée. Tous les blancs, c'est les sels. On ne peut pas manger des sels, on ne peut pas vendre le sel, ça ne coûte rien. Et donc, on a conçu un projet modèle de barrage anti-sel qui ça va permettre la récupération de 10 000 hectares de rizières. Ça, c'est des signatures des villages bénéficiaires qui l'ont dit, moi, je suis prêt à mettre les mains dans ce projet. Actuellement, le projet, c'est à niveau du ministère, parce que c'est un projet, nous, on a fait seulement le plan. Ce n'était pas possible de le créer à niveau communautaire parce que c'est un projet très complexe, et donc c'est le ministère qui l'a pris en charge ça. Et cette image, c'est une image qui, ça va à résumer tout Bolosolo. Notre rêve, c'est aider. Nous, notre rêve, c'est le rêve de la population. Donc nous, on marche ensemble pour le même objectif. Nous-mêmes, on est la population. Et donc ici, par exemple, c'est en marche publique où les villageois même, pour déclarer l'intérêt vers un projet, ils ont fait un poste de première pierre, ils l'ont envoyé en lettre à niveau du gouvernement, du président, il dit, nous, on est prêts. Donc c'est juste pour montrer
ce processus, c'est un processus vraiment d'engagement, d'appropriation des projets. Ça, c'est la première pierre, et donc la prière. Je conclue à la barca, c'est merci à Mandeng et en prière à la lac et Djongomake, qui ça veut dire tout ce qui se passe, c'est dans le destin. Je pense que les griots peuvent traduire mieux que ça, non? Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Raoul, pour cette présentation. Nous allons avoir un temps d'échange maintenant avec l'audience. Et en attendant que les questions se préparent et que les mains se lèvent, on va faire passer un micro. Et je vais en profiter pour parler un petit peu avec l'équipe qui nous présente ici un projet vraiment intéressant à plus d'un titre. Et on en profite aussi pour donner quelques éléments de contexte géopolitique par rapport à la notion de migration, en sachant que l'Italie est un pays qui accueille en Europe beaucoup de migrants qui viennent du Sud, en particulier d'Afrique subsaharienne, entre autres. Et il y a depuis plusieurs années une tradition d'accueil de ces migrants qui se fait tant bien que mal et qui crée parfois des tensions qu'on a pu voir. Et malgré cela, il y a un élan de solidarité locale de l'accueil de ces populations-là. Et ce que je trouve personnellement intéressant dans la démarche de l'association, c'est qu'elle étend la solidarité finalement à la source, à l'origine, dans les pays qui sont les points de départ de ces migrations-là. Donc, il faut savoir également que la Casamance est une région qui, depuis 40 ans environ, connaît une situation de conflit. C'est une région où il y a eu, suivant les périodes, des tensions et des conflits armés entre des mouvements indépendantistes qui se situent dans une région effectivement enclavée qui, depuis les indépendances des années 60, fait face à une forme de négligence, de manque d'investissement et d'abandon de la part de l'État central. Donc c'est une problématique qu'on retrouve également dans beaucoup de pays d'Afrique, dans d'autres régions, et cela explique l'état dans lequel se trouvent ces régions-là où on manque d'infrastructures et de beaucoup de choses. Et donc c'est très intéressant de montrer à travers vos activités, à travers les activités de l'association, qu'il est possible d'intervenir et d'accompagner les populations en sachant que l'activité, la solidarité humanitaire internationale ne va pas remplacer totalement des investissements publics lourds qu'on attend, des investissements massifs, mais à l'échelle locale, ça permet de répondre à des initiatives des populations. Construire une salle de classe, ça permet à 60 gamins d'aller à l'école, quoi. Et ça, c'est très important. Donc, c'est encourageant de voir ce type d'initiative. Et donc, par rapport à cela, ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant que vous êtes sur le terrain. Je suis très heureux d'avoir vu aussi sur le dernier projet que l'État, en fait, va intervenir parce qu'en fait, on reconnaît les limites aussi de l'action associative, ce qui fait que les populations accompagnées par la source vont faire une demande pour dire « nous, on est prêts ». Et donc, est-ce que vous avez vu un changement dans les mentalités, dans la sensibilisation que vous faites aussi bien en Europe, en Italie, que sur place localement, par rapport à la manière dont les gens se disent finalement, on peut vivre ici chez nous dans de bonnes conditions et qu'on n'aura pas besoin de se dire l'avenir c'est en Europe et qu'on va prendre un bateau et traverser la Méditerranée pour aller en Italie. Est-ce que vous avez vu un changement depuis le temps que vous intervenez comme ça? Oui, bon, à niveau des problèmes de migration, je pense que Jalil peut bien répondre parce que c'est dans ce secteur, les médiateurs culturels. Moi, je peux dire personnellement que depuis la première fois, 2012 à peu près, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu un changement dans les jeunes à niveau local qui c'est surtout en prise de connaissance, de conscience sur les problématiques de l'immigration. Je pense ici où on se trouve, vraiment, il y a trop à faire. Trop.
parce qu'on l'a dit, il y a 85 000 personnes. Donc c'est 5 communes, 85 villages. Donc nous, vraiment, on fait tout ce qu'on peut pour résoudre les problèmes par rapport à des priorités d'intervention. Donc par exemple, il y a presque toutes les écoles qui ont besoin de rénovation, tout. Mais à travers ces projets, toutes les autorités, toute la population, ils vont comprendre que c'est possible de faire quelque chose et pas attendre l'État. Parce que c'est vrai que l'État, il est là, mais l'État ne peut pas tout faire. Et aussi, l'État, bon, au niveau du Sénégal, à mon avis, il est concentré dans le nord. Le sud, soit pour les problèmes que tu as dit, soit parce que c'est le sud du Sénégal, soit parce qu'il est enclavé par la Gambie, donc il ne peut pas tout faire. Et donc, c'est ça que nous, on cherche de jouer. La prise de conscience de la population, des autorités. Donc, les projets de l'école, pour nous, c'est exemplaire parce qu'il permet de faire comprendre à la population qu'on ne doit pas rester à attendre quelqu'un, quel que soit Barcelone, quel que soit l'État. Mais on peut agir. L'établement, on peut agir. On peut faire. Et c'est ça l'objectif. Et tout à fait à travers l'établement, aujourd'hui, il y a des autres ateliers qui ont commencé à petit à le faire. Ou bien les autres écoles qui sont en train de réfléchir comment on peut faire. Et c'est ça qui ça fait le changement. Donc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le processus, ce n'est pas l'action. Mais c'est vraiment mettre dans la tête des gens la compréhension, la détermination. Favoriser la détermination des populations qui vraiment, ils sont capables, ils peuvent faire tout. Mais vraiment, des fois, il est nécessaire l'accompagnement. Yeah. Ok. Une petite question. Oui, il y a une... Voilà, par rapport au volet que vous venez de dire, par rapport à la conscientisation au niveau local, moi j'ai dit à Raoul, parce que c'est le mois de mars passé que j'étais parti au Sénégal, je l'ai rencontré. Mais avant ça, je le suivais beaucoup au niveau des réseaux sociaux. Mais je lui ai dit, franchement, moi je l'ai surnommé, je lui ai dit, vous êtes un génie. Pourquoi je lui dis ça? Parce que je suis né dans cette localité. Au début, auparavant, je connaissais la mentalité des jeunes, comme nous qui ont eu peut-être la chance d'être en Europe ici. Quand tu leur parles de l'immigration, pour leur sensibiliser, de ne pas risquer leur vie, qu'est-ce qu'ils te disent? Vous êtes là-bas, vous ne voulez pas que nous on parte. Mais aujourd'hui, à travers la réalisation de tous ces projets-là, vu la participation locale des jeunes, des artisans locaux, la participation des groupements de femmes, des jeunes, des élèves qui participent à la réalisation de ces projets-là, ça fait une autre donnée au niveau de la prise de la conscience. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que je viens juste de là-bas, j'ai discuté avec pas mal de personnes, même au niveau des autorités locales aussi. Et je l'ai toujours dit, je dis, le projet qui m'a le plus marqué, c'est le projet de la vallée de Tanaf. Notre grand frère est là, il le connaît mieux que nous. Moi, je me rappelle quand on était gamin, à l'époque, toute cette partie de la vallée, mais il n'y a que des rizières là-bas. Vous pouvez voir des superficies, il n'y a que du riz là-bas. Personne n'a besoin d'aller aux boutiques pour aller acheter du riz. Il y avait de l'autosuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui, moi qui ai connu cette période-là, aujourd'hui, quand j'arrive, je vois cette vallée-là, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que non seulement on n'a plus de quoi manger, mais ça a infecté aussi au niveau du sous-sol, l'eau. Donc, vous imaginez combien l'importance que le projet est en train de faire au niveau de la localité. C'est pourquoi, quand il m'a parlé de ça, malgré mon calendrier chargé, je lui dis, je me porterai volontaire et de façon bénévole, je vais participer à cette rencontre. Et désormais, à partir d'aujourd'hui, je ferai ma participation. Ne vous inquiétez pas par rapport à la sensibilisation. Toute la communauté locale, il a dit, ils ont même organisé des marches pour faire pousser au niveau de l'État. Parce que le projet, il l'a déjà fait par rapport au barrage. Mais c'est au niveau de l'État que ça traîne, au niveau de l'État. Ce n'est pas au niveau des financements? Non,
Au niveau du financement, si, mais je crois qu'un projet qui n'est pas aussi coûteux, je pense que ça ne devait pas être problématique au niveau de l'État, quoi. Je crois qu'il faut qu'au niveau des autorités locales ou bien au niveau de certains canaux, pour qu'on puisse vraiment demander à l'État de faire des progrès. Parce qu'imaginez 85 villages, combien de personnes, plus de 80 000 personnes qui vont bénéficier à ce projet. Je me rappelle, il y a un village à côté, Simban Brassou, nous quand on était enfants, mais c'était une zone de pêche. Il y avait de la pêche, de l'agriculture, tout était florissant. Tout était florissant. Mais aujourd'hui, il n'y a rien du tout, rien. Et quand même, avec Balou Salo, moi j'ai vu pas mal de jeunes au niveau local qui ont contribué. Les artisans, Moussa, le soudeur, quand moi-même, je l'ai fait une commande au niveau de la soudure, il m'a dit, grand, écoute, je n'ai pas le temps parce que je suis avec Raoul, il faut que je termine la commande de Raoul. J'ai dit, il n'y a pas de souci. La commande de Raoul, c'est pour tout le monde, c'est tout le monde qui bénéficie, quoi. Oui. J'ai une question également dans le prolongement un peu de ce qui vient d'être dit. Donc, tout ce que vous nous avez présenté s'inscrit dans une démarche de co-construction avec les habitants du début à la fin, hein, que ce soit au niveau de la définition des besoins jusqu'à la réalisation avec une démarche de formation et derrière d'accompagnement aussi des populations locales. Selon vous, cette démarche que vous avez menée, elle est bien sûr locale, localisée, elle est sur cette région, cet ensemble de villages. Comment est-ce que, selon vous, on pourrait dupliquer cette démarche, la reproduire dans d'autres régions, voire dans d'autres pays? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ou quelles sont les difficultés aussi auxquelles vous faites peut-être face et quelles sont les pistes possibles pour pouvoir reproduire ce que vous avez réalisé à votre échelle locale dans d'autres territoires en Afrique? Oui, c'est une question très pertinente parce que, bon, à mon avis, dans le monde, ça manque l'humanité. C'est ça le problème. Bon. Juste derrière, il y a la guerre, mais il n'y a pas seulement la guerre là-bas, il y a beaucoup de guerres dont on parle, on ne parle pas. Donc on parle seulement des guerres où il y a les intérêts, mais il y a beaucoup de conflits. Mais les conflits sont entre nous-mêmes. Des fois, on parle, on va crier. Donc le problème dans le monde, quel que soit local, tout à fait, c'est l'homme. Donc c'est nous qui ça manque une approche humaine, ça manque la solidarité, ça manque la compréhension, ça manque vraiment être envie d'aller l'un vers l'autre. C'est ça qui fait la différence. Donc nous, à travers nos projets, on juge, on pense qu'à travers notre projet, à travers notre action, on veut déclarer à le monde que c'est possible de changer le monde à travers les petites actions. Parce que chaque petit changement, c'est un grand changement. Il y a un chef de village qui, une fois, il m'a dit, Raoul, avec ces puits, on peut sauver une vie. Un enfant, peut-être, il ne va pas mourir. Mais quand tu vas sauver la vie d'un enfant, tout à fait, tu es en train de sauver la vie de toute l'humanité. Ça, c'est du tout. Quand un enfant il va à l'école dans les bonnes conditions, cet enfant-là, un jour, ça va devenir le président, peut-être. Pourquoi pas? Et donc, ce président, ça va changer le monde. Donc, ce qu'on fait localement, on est sur place parce que vraiment, on ne veut pas l'aide d'ailleurs parce qu'il y a trop à faire. Et nous, on voudrait changer l'endroit quand on a vu vraiment des résultats. Mais je pense que ces résultats, moi je pense, peut-être quand moi j'ai 80 ans, on va les voir. Parce que 80 000 personnes, on n'a pas de moyens. Nous, on est une association de bénévolat. Mais on cherche, à travers notre projet, de donner un exemple. Moi, je suis sûr que tous les mairies qui sont à côté, ou bien les mairies qui sont dans l'endroit de Casamance, ils vont dire, mais regarde ce projet à Simbandi, ils ont rénové une école, mais on peut le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aider. Donc, c'est donner une idée, c'est donner un exemple. Après, qui va développer l'idée? Chacun va mettre son propre expérience, son propre vision, mais c'est l'exemple. L'exemple, ça vient toujours dans le cœur, dans l'esprit des personnes, et c'est ça qu'on doit travailler nous-mêmes, en sortant d'ici. Moi, je vous invite, s'il vous plaît, à réfléchir. On ouvre le frigo,
Moi, je ne peux pas boire ça. On ouvre le frigo, on va boire. Vous allez réfléchir. On sort, on prend le métro, on va à la maison, on va réfléchir de ce qui se passe dans le monde. Il suffit de penser que presque la moitié de la richesse mondiale, c'est dans les mains de l'1% de la population mondiale. C'est incroyable. Donc, tout ce qu'on fait, soit ici, aujourd'hui, soit en sortant, soit en Casamance, soit à Dakar, c'est une action qui ça peut permettre à quelqu'un de comprendre qu'on peut changer le monde. Donc, la réponse, ce n'est pas une réponse que tu voulais, mais je reviens sur ça parce qu'à mon avis, c'est ça qu'on a besoin. Là-bas, Casamance, mais ici, mais de tout le monde. Si on comprend ça, si on comprend à collaborer, à se comprendre, à partager les idées, à partager l'esprit, à partager l'amour de la vie, on doit apprendre à aimer la vie. On doit s'aimer l'un entre l'autre. On a oublié à s'aimer. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? La vie, c'est rien. Donc, s'il n'y a pas l'amour, moi, sans vous, je suis rien. Moi, je ne peux pas vivre dans ma maison seul. Je ne peux pas marcher sur la route seul. Qu'est-ce que je vais voir? Avec qui je vais parler? Donc, nous, en tant que personnes, nous sommes rien sans les autres. Donc, pourquoi pas on ne doit pas s'aider? Quand moi, j'ai aidé à Fiona, c'est Fiona qui m'a aidé. Moi, je ne gagne rien de tout ça. Mais ce que je gagne, c'est la richesse la plus grande qu'il existe dans le monde. Quand un vieux, il me dit, Raoul, merci, il me fait une prière. Moi, j'ai fini. Je peux aller à la maison, je me couche, c'est fini. Et je suis satisfait, c'est ça. Ce qui se manque, c'est ça. À tous les niveaux. Et donc, nous, on espère qu'en sortant, c'est pour cela que nous, on est venus ici. C'est pour cela qu'on a accepté et on a pris en charge notre déplacement. Parce que c'est aujourd'hui qu'à travers cette occasion, on peut réfléchir sur cela. Vous avez dit, qu'est-ce qu'il a dit Youssouf? Il a vu, il avait les rizières. Aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, les familles doivent aller à la boutique à acheter le lit. Mais avec quoi il va acheter s'il n'y a pas des activités? Donc, vraiment, c'est ça l'objectif de Bolo Solo. À travers les projets, à travers les actions, à travers les mots, donner un exemple. Et moi, je suis sûr, j'espère, qu'il soit aujourd'hui, soit vous, soit les participants du concours, soit la population au niveau de Tanaf, soit Bagnères, chacun il va faire ses évaluations. Il va dire, mais qu'est-ce que je peux faire dans la vie? Est-ce que je peux aller travailler dans les ministères ou bien je peux aider ma communauté? À Tanaf, il y a beaucoup d'associations de jeunes qui font des activités extraordinaires. Extraordinaires. On a parlé, il y a un jeune qui fait des activités de recyclage. Ils sont extraordinaires. Mais il y a beaucoup. Donc, moi, c'est ça que je voulais dire pour te répondre. Parce que tu m'as donné, comment dire, la route. Et moi, je marche. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réactions? Oui. Allez, je vois. Il faut le micro parce qu'on est en live Facebook. Et donc, il faut que le public, à l'autre bout de la France ou en Afrique, puisse entendre nos questions. Pardon, je ne sais pas très bien parler avec un micro. Bon, parfait. Déjà, je tenais à vous remercier pour cette présentation et pour ce que vous faites en général sur la région de la Casamance, dont je suis aussi originaire. Et en fait, j'avais une question, parce que j'ai l'impression, je ne sais pas comment la poser forcément, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de fatalité dans le sens où, comme on a pu le connaître il y a quelques temps, ou un peu en arrière en Europe, la fuite et l'exode rural, est-ce qu'on n'a pas cette même démarche que l'on peut observer par exemple au niveau du Sénégal? Je sais que par exemple au niveau des rizières, moi j'ai eu la même constatation que vous. Je suis retourné dans mon village qui est Niafran, donc à la frontière gambienne, et j'ai constaté la même chose, les rizières, plus personne ne les cultive. Mais est-ce que ce n'est pas une jeunesse qui a envie d'autre chose finalement, qui, à travers l'éducation, justement, se projette vers des métiers que les générations anciennes pratiquaient, mais qui aujourd'hui ne font plus forcément sens pour elles, parce qu'elles ont envie d'un avenir autre, et qu'elles ne se retrouvent plus simplement dans la culture des rivières, et qu'elles ont envie, elles aussi, d'avoir accès à toute cette richesse que l'on voit justement à travers, je ne sais pas, la communication, les réseaux sociaux, les téléphones, etc. Ma question, elle n'est pas très claire, mais c'est simplement dire, est-ce que on les empêche pas, en un sens, de s'imaginer un autre auquel nous, on a accès ici, et leur dire non, c'est bien de cultiver les rizières, il faut rester dans les rizières, etc. Je ne sais pas si ma question est claire.
Ok, j'ai bien compris là où vous voulez en venir. Mais à mon avis, je crois que c'est pas ça le problème. Parce que moi, comme Raoul l'a dit, j'ai vu des jeunes qui sont engagés dans ce projet de façon bénévole. Aujourd'hui, ils ont acquis une formation à travers Balou Salo et cette formation leur permet aujourd'hui de vivre localement. J'ai eu des artisans aujourd'hui, je peux vous garantir, aujourd'hui tu leur demandes, tu vas en Europe, je prends l'exemple de Moussa. Moussa aujourd'hui, moi je lui ai fait une commande de 1 million CFA. Aujourd'hui un jeune, moi tout seul, les commandes que je lui ai fait, c'est 1 million par rapport à d'autres commandes qu'il reçoit. Aujourd'hui, Moussa, tu lui dis, tu vas tenter ta chance en Europe, je suis sûr et certain, il te dira, j'y vais pas. Donc, je crois que c'est manque de perspective, manque de formation, qui aujourd'hui pousse les jeunes, la jeunesse, les jeunes à s'aventurer. Mais j'en suis certain, moi je connais certains jeunes aujourd'hui, ils sont beaucoup plus riches que nous qui sommes en Europe ici. Ça, c'est une réalité. Donc, je crois, à mon avis, c'est une question. Mais écoutez, aujourd'hui, quels sont les riches aujourd'hui? Aujourd'hui, on voit les paysans ici, ils ont de quoi vivre. Moi, aujourd'hui, si ces rizières sont aujourd'hui devenues productives, je suis prêt à retourner chez moi pour aller cultiver. Hein. Moi, je voulais juste faire une remarque. Aujourd'hui, il y a toute une génération en France, des architectes, des cadres, qui veulent devenir paysans, qui changent de métier, qui sont boulangers. Je peux vous dire que le nombre d'architectes de ma génération qui plantent tout pour devenir boulanger, pour reprendre ses métiers, pour retourner à la campagne, pour faire des métiers qui ont du sens. Et je pense que cette façon de voir le monde, elle touche cette génération-là. Je pense que là, vous parlez de la génération millénium qui était sur Internet, etc. Mais il y a toute une nouvelle génération mondiale, la génération Z, qui veulent absolument rentrer dans ces valeurs. Les 15-25 ans, c'est plus du tout les gens qui ont plus de 25 ans. Et c'est un phénomène mondial. Donc je pense que ce qui va se passer en Afrique, enfin dans les pays africains, excusez-moi, de cette nouvelle génération qui sont touchés par Internet, ils veulent de la valeur, ils veulent du sens. Et je pense qu'on n'est plus du tout sur les mêmes façons de penser qu'il y a 10 ou 15 ans. Je pense qu'il va y avoir un vrai changement radical dans les prochaines années. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, c'était super intéressant. J'aurais une question par rapport à la partie concours de votre présentation. J'avais du mal à comprendre comment faire appel à des gens, donc vous avez dit c'est un concours international, comment faire appel à des gens qui sont si loin par rapport à des problématiques si locales et avec des ressources et des moyens très propres aux endroits où ça s'implante. À quel point ça avait du sens de faire appel à des gens qui étaient si loin de ces problématiques et de ces cultures, que ce soit culturelle générale ou culture constructive ou sensibilité par rapport au mode de vie. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, il faut bien comprendre les faisons de travail de Balou Salo, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, tout d'abord, l'objectif, c'est aider. Nous, on refuse les financements publics et donc on crée des activités de collecte de fonds. Donc, les concours étaient organisés avec deux objectifs fondamentaux. D'abord, la sensibilisation. Je l'ai dit tout à l'heure, le problème de l'eau en Casamance, ça concerne lui-même, ça concerne toi-même, parce que l'eau, c'est ça. Et si on ne prend pas la conscience que les problèmes en Casamance, ça concerne nous tous-mêmes, c'est difficile, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. La solidarité, elle doit sortir ça doit aller dans d'autres paramètres, d'autres visions. Mais aussi, ça permet à les gens juste de comprendre les problèmes. Par exemple, le prochain projet, le prochain concours, ça sera l'école. Mais ce n'est pas si facile de penser l'école. L'école, c'est quoi? L'école, c'est l'avenir. Un enfant sans école, il n'a pas
la chance aussi de discuter avec les pères des activités simples qui concernent sa vie. Donc une enfance en école, soit c'est en violation des droits humains, soit il n'a pas l'avenir. Donc aujourd'hui, dans notre région, il y a l'1% des lycées à niveau national, c'est assez dur, 1%. Il y a seulement le lycée à Tanaf, c'est 0. Donc ça manque l'éducation, ce qu'il a dit lui. Ça manque la formation. S'il n'y a pas l'éducation, ça va s'aider avec l'autre question, si ça manque l'éducation. Donc tout ça, c'est à comprendre. Mais cette information, ça ne doit pas rester entre nous. Mais ça, tout le monde il doit savoir ce qui se passe dans le monde. Et toutes les problématiques, la malnutrition des enfants, les prochains concours. Bon, on sait qu'est-ce que ça veut dire, mais est-ce qu'on est entré dans les détails pour comprendre? Et donc, qu'il vous participez, il y a la chance de croire dans la solidarité. Parce qu'il sait que sa participation, c'est vrai, c'est par participer, mais c'est en donation. Donc, tu as le choix, si un jour tu veux participer, tu dis, mais ce projet, ces concours-là, ça va servir à faire quoi? Tu vas regarder Bolsolo, ça c'est en donation. Je crois, je vous aider, je fais un don. Ce don-là, ça va servir à créer une école ou bien à créer un forage, etc. Donc, c'est la sensibilisation, c'est se réunir tous ensemble. Et je crois qu'avoir des participants du Japon, du Brésil, de l'Australie, de tout le monde, de toutes les religions, de toutes les croyances, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que tout le temps, des fois, c'est une communauté qui soutient sa communauté. Ça, ce n'est pas la solidarité dont j'ai parlé. Mais tout le monde, il soutient tout le monde. Et donc, les concours, c'est la chance de faire comprendre à les gens. Bien sûr, il y a quelqu'un qui ne comprend pas, quelqu'un qui comprend. Mais c'est la chance. Et heureusement, on doit remercier Dieu, qui, ce concours-là, vraiment, ça permet d'amener le nom de l'endroit dans tout le monde, ça permet à les gens de faire comprendre quels sont les réels problèmes aujourd'hui. Les problèmes réels aujourd'hui, ce n'est pas la guerre. Il y a autre choses qui sont encore plus graves et que nous, on ignore. On ignore. Vraiment, il y a des situations qui sont très graves. Moi, je peux parler d'aujourd'hui jusqu'à demain de ça. Mais on doit prendre conscience. Et on doit étudier, et on doit réfléchir d'abord sur notre vie et après sur les autres. Et c'est pour cela que le concours, il existe. Soit pour soutenir, soit pour donner la chance à l'autre de donner, soit pour cela. Et donc, je comprends ton inquiétude, mais je pense que ta inquiétude, c'est la force du concours. Parce que ça permet à quelqu'un qui n'a jamais entendu de Tanaf, par exemple au Japon, il y a quelqu'un au Japon qui a étudié Tanaf. Donc, il sait qu'à Tanaf, il y a quelque chose. Et peut-être demain, il va dire, moi je veux aller en Tanaf et faire quelque chose, pourquoi pas. Mais en même temps, il est en train de faire quelque chose parce qu'il participe. Je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit pour répondre un petit peu, aller dans le sens de la question, c'est que c'est un peu l'effet papillon. C'est-à-dire un battement d'aile de papillon à Pékin peut provoquer la désalinisation d'un cours d'eau en Casamance. Et en fait, les choses sont liées. Ce qui se passe par rapport aux cartes qu'on a vues, les cartes que tu as montrées, où l'on voit l'effet des maladies, l'effet du changement climatique sur l'Afrique, par exemple, qui est l'espace qui pollue le moins, c'est désastreux. Si bien qu'on n'en a pas conscience, mais en fait, la prise de conscience et la sensibilisation permet à quelqu'un qui se trouve à Tokyo, à Pékin ou à Paris, de se rendre compte qu'en fait, son mode de vie, ici, est en train de provoquer des désastres, mais pas très loin, quoi. C'est à 6 heures d'avion d'ici. Donc, sur cette approche-là du changement climatique, de la désertification, c'est tout à fait frappant de voir que des régions où il y a à peu près 20 ans, il y avait du riz en abondance et les gens n'avaient pas besoin d'acheter du riz parce qu'ils pouvaient le cultiver eux-mêmes. Aujourd'hui, ne peuvent plus. Et c'est très paradoxal, c'est amusant de voir que le président du Sénégal, il y a quelques mois, faisait un petit voyage en Russie pour demander qu'on permette au blé ukrainien de venir en Afrique. C'est paradoxal, mais enfin, il faut comprendre que l'une des causes
de ces problèmes-là, ben, ça se traduit par des situations complètement incroyables, qui sont celles-là. Et en fait, de pouvoir sensibiliser, c'est ce que vraiment la plateforme, l'association permet de faire à travers un échange comme ça, mais c'est d'avoir ces discussions pour permettre de se rendre compte qu'en fait, effectivement, le monde est un petit village et qu'on ne peut plus se permettre de continuer à vivre comme on le faisait. Et donc, techniquement, en tant qu'architecte, en tant que concepteur, en tant que personne créative, en tant que juriste, avocat, médecin, on est dans une période où on peut faire changer les choses. Et c'est très heureux de pouvoir partager avec vous cette réflexion. J'espère que ça répond un petit peu. Je vais ajouter quelque chose. Toujours, moi, je reviens, je vous fatigue. Nous, on parle France, Italie, Espagne. OK. Mais tout à fait, c'est un territoire qui se développe. C'est une société qui ça change par rapport à les conditions de l'environnement. Mais si ça c'est la France et ça c'est l'Espagne, autant, c'était quelque chose d'unique. Après, quelqu'un il a fait comme ça. Quand il a fait comme ça, il a créé. Lui et lui. Mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Moi, je fais comme ça, on enlève ces lignes-là. C'est tout la même chose. Donc, les problèmes, des fois, on dit, ah, ça c'est le problème de l'Italie. Ah, ça c'est le problème de Portugal. Mais le problème du Portugal, comme il a dit, c'est notre problème. Le problème du Casamance, c'est notre problème. Quand j'ai fait le premier voyage, on a vu le sel. Quand je suis rentré à la maison, moi, j'avais peur d'allumer le climat, j'avais peur de faire la douche. Parce que j'ai dit, mais quand je fais ça, je vais contribuer à le sel. C'est pour cela que c'est comme tu as dit, c'est la sensibilisation. Parce que tout ce que nous on fait, il a un impact. Même si l'impact, on ne le voit pas, il y a, c'est sûr. Et le monde il est en train de se détruire. Mais qui a détruit ça? Ce n'est pas Poutine, ce n'est pas je ne sais pas qui, mais c'est nous-mêmes. C'est nous tous qui ont détruit le monde. Soit dans le cœur, parce que moi je ne le vois pas, soit dans les choix, bien sûr politiques, mais vraiment si nous on fait comme ça, on enlève ces lignes-là, moi je pense qu'on va résoudre beaucoup de problèmes. Les villages, c'est le monde. C'est ça que je voulais ajouter, hein? Pardon. On va prendre encore quelques questions. Bonsoir et merci beaucoup pour cette conférence. Et moi, j'ai une question par rapport à l'organisation en tant qu'elle. Moi, je suis péruvienne et je fais mes études en France depuis quelques années. Et je vois aussi au Pérou quelques problématiques assez importantes comme existent en Afrique, comme par exemple l'eau potable, c'est un luxe. Et ça, du coup, ça me touche au cœur. Et je souhaiterais un jour que plus tard, que notre génération des jeunes, on puisse créer beaucoup plus de ces organisations, projets humanitaires qui puissent, dans chaque pays, peut-être apporter quelques solutions pour chaque problématique. Et donc, j'aimerais savoir un peu plus l'histoire de l'organisation. Comment est-ce que vous avez commencé et quels sont été, j'imagine bien qu'elle est née d'une problématique déjà, mais comment est-ce que vous avez développé, comment vous avez réussi à développer une communauté si grande et aussi les problèmes que vous avez affrontés dans ce parcours de 10 ans déjà. Merci, vraiment, c'est une question très, très, très beau, parce que ça entre dans l'esprit là. Quand j'étais à l'université, il y avait un collègue là, Giada, tu te rappelles de Tony Ruttiman. Bon, il était en conférence de quelqu'un, je pense de la Suisse. Il était en Inde. Il avait étudié à Zurigo, ingénierie. Après un jour, il a dit non, moi je ne veux pas plus étudier. Il est parti en Inde. Il a construit avec la population presque 200 ponts pour lier les ponts. 200 ponts. Personne ne le connaît lui. Mais si vous cherchez Tony Ruttiman, vous allez chercher. C'est incroyable. C'est beaucoup plus qu'un prix Nobel. Non? Il y a des prix Nobel qui ne font rien. Moi, je lui ai posé ces questions-là. Donc, moi, je te remets ces paroles. Lui, il m'a dit, parce que moi, je lui ai dit, mais est-ce que je peux venir avec toi? Je veux faire quelque chose. Lui m'a dit, si tu veux faire quelque chose, tu vas chercher ton chemin.
Donc, c'est ça. J'ai aperçu en force. Donc, je te dis, à partir de demain, tu vas réfléchir. Tout ce que tu peux faire, tu vas le faire. Si tu le veux, tu veux le faire. Notre histoire, c'est débuté juste avec un rencontre, moi et Djali. On s'est écrit parce que ma soeur, il a connu lui, j'ai dit, il m'a mis en contact. On s'est rencontrés dans un bar. On a bu ensemble, on a parlé. Moi, j'étais ingénieur. J'ai dit, moi, je veux faire quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lui, il a dit, moi, je veux faire quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'avait rien, zéro. Moi, j'étais étudiant, zéro, rien. Mais à partir de ce jour-là, on a fait un choix. On veut dire, on veut faire quelque chose de bien. Donc, moi, tout à fait, je ne sais pas comment on a fait. Parce que vraiment, on a débuté de zéro. On a eu des problèmes de lutte contre la politique, la corruption, les stéréotypes, ça, toujours. Mais si tu veux quelque chose, ça, c'est rien. Moi, des fois, je tombe malade dans la tête parce que vraiment, c'est pas facile. Je l'ai dit, c'est pas facile à tous les niveaux. Parce que toujours, beaucoup de fois, moi, j'ai reçu des messages de racisme ou bien d'autres choses incroyables. Je suis en train d'écrire un livre où je suis en train de déclarer tous ces messages-là. Parce que je veux que les gens ils lisent ces messages parce qu'ils sont incroyables. Donc, je ne peux pas te dire tous les problèmes parce qu'ils sont peut-être trop. Des fois, peut-être décourageantes. Mais bon, je ne sais pas comment. Peut-être c'est là-bas, à la lac, Djongomake, c'est le destin. J'ai eu la force de quelqu'un. Mais la force que j'ai eue, ce n'est pas ma force. Parce que moi, je ne suis rien. Je n'ai pas de force. Moi, je suis très, très, très simple, très, très faible. Mais la population, il m'a donné une responsabilité. C'est comme s'il m'a dit, tu dois faire quelque chose. Donc, pour les ponts, il y a un jour, il y a un grave problème de corruption, etc., tout ça. La population elle voulait faire une marche vers un endroit, je ne dis pas le nom, je ne dis pas l'endroit, pour faire des dommages. Moi, j'ai dit, attends, on évite ces problèmes-là. Donc, je suis parti, j'ai tapé à la porte de 7 ministères, je suis fui. Pour 10 jours, j'ai tapé à la porte du président. J'ai déposé les mêmes dossiers pour 10 jours. Après, le gardien m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi, j'ai dit, moi, j'ai ce problème-là. Aide-moi. Attends, donne-moi ton numéro. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut ça? Après 5 jours, ils m'ont appelé de la présidence. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Et moi, je l'expliquais, etc. Après un mois, le Premier ministre, il a fait, etc., etc. C'est une longue histoire. Mais c'est juste pour dire que si moi je vois ces forces-là, demain même, tu as des amis. Tu prends tes amis, tu dis, mais est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier? Dans le monde, il faut des sacrifices. Il ne faut pas penser à ton avenir. Pardon, il ne faut pas penser. Parce que ton avenir, ce n'est pas l'argent ou la carrière. Mais c'est ici. Quand tu as ça, tu es riche. Moi, je suis riche. Mon portefeuille, c'est vide. Mais moi, je suis riche. Quand je sais que cet enfant-là, demain, peut boire l'eau potable, c'est fini. Je suis riche. Je suis riche. C'est ça qui te donne la force. Et moi, j'ai comment on dit ça en français, les épaules qui sont très lourdes. Parce que je ne sais pas pour la position, mais c'est vraiment parce que Youssouf, il le sait, la population, il m'a responsabilisé. Et quand le chef de village il m'appelle, il me remercie, c'est ça, c'est fini, c'est ça les remerciements. Donc, s'il vous plaît, vas-y dans ton route et tu vas trouver la route. Il faut commencer des petits dîners, ou bien nous on a commencé avec des petits dîners avec les amis, chacun 5 euros, etc. On a fait des événements sportifs avec les associations de l'université, on a fait des conférences, etc. Ça. Mais c'est en création. Donc tu es architecte ou bien? Voilà, donc l'architecture, ce n'est pas les bâtiments, c'est construire l'avenir. C'est, je ne sais pas en français le verbe, en italien on peut dire architettiamo, non? Je ne sais pas en français, mais ça peut être un verbe. Donc on peut architecturer peut-être. Architecturer l'avenir. Donc je sais que tu as beaucoup à faire, mais j'ai confiance à toi. Voilà, juste pour dire deux mots.
Voilà. Et pour appuyer ce que, pour essayer de donner quelques réponses à propos de la première demande qu'a fait M. Francis, et répondre aussi à la question de... Excusez-moi, j'ai fait le lutte français quand même, mais j'ai vu qu'en Italie pendant 18 ans, donc je n'ai plus... Voilà, je n'ai plus l'accent ni les mots. Voilà, donc c'est juste pour répondre à quelques questions que vous avez posées ici. Voilà, donc, oui, notre connaissance, c'était ça. C'est juste pour appuyer ce qu'il a dit. Quand on s'est rencontrés, mon projet, c'était un projet pour essayer de donner quelques espoirs aux garçons et aux filles qui n'arrivent pas d'arriver à passer le certificat d'études élémentaires. Ok, essayer de faire un projet là où pour récupérer ces garçons-là et leur former et donner quelques moyens de départ pour essayer de leur faire pour donner un moyen de se développer même pour essayer de construire un futur Voilà. Donc, quand on a parlé, donc lui c'était un architecte, il est en train de terminer ses études universitaires. Non. Voilà, non, du lycée, avant la licence. Voilà, université, voilà. Donc, mais étant un architecte, il m'a parlé d'un projet très ambitieux. Moi, mon projet, je l'ai mis à côté. Ok, on fait ça. Voilà. Mais la première chose que j'ai fait, parce que ce que j'ai fait, donc, il a dit de chercher des amis. Il faut chercher des amis. Mais il faut essayer de comprendre quel ami avec qui faire des projets, quel ami apporter chez toi. Parce que, avant tout, la dignité de tes parents, c'est ce qui compte mieux. OK? Donc, si j'amène quelqu'un chez moi, ce quelqu'un-là doit être quelqu'un que moi, je peux penser que quand il vient chez moi, il va respecter mes parents, mes gens, ma culture, tout ce qui m'entoure. Quand la première fois, quand tu m'as parlé du pont, je dis mais ça c'est ambitieux. Voilà, donc du pont barrage, pont anti-sel. Mais même pas un mois, on a décidé de prendre un billet pour aller faire, pour aller voir la zone là où on peut faire ce pont-là. Quand on est arrivé là-bas, donc il a connu ma mère, ma famille, on est allé au village. Quand il est retourné, ma maman me dit, mais c'est toi qui amènes quelqu'un ici pour dire que tu vas faire ce travail-là au village. Si ça ne se fait pas, tout le monde va m'appeler pour dire que tu as fait ça, c'est ton fils qui a amené quelqu'un là ici, il a dit tout ça. Mais je dis que, donc, Raoul, quand on s'est rencontrés, donc je suis allé, parce que j'ai fait un peu de recherche sur lui, j'ai regardé son profil Facebook, mais qui est cette personne, qu'est-ce qu'il veut? Voilà, qu'est-ce qu'il veut? Donc, c'est ça, c'est seulement pour vous donner quelques explications. Quand on essaie de faire quelque chose du bien pour des autres, il faut aller choisir ces personnes-là. C'est très important. C'est très important parce que si tu aides quelqu'un, il faut aussi aider sa dignité. Il faut respecter sa dignité, la dignité de la personne. C'est ce qui est important. Moi, si je donne 20 € à quelqu'un, ces 20 € moi, je vais prendre ça et je donne ça en, je sais pas, en cachette, comment on peut dire ça, discrètement. Voilà, donc ça c'est important. Donc ce projet initial, c'était juste pour donner un futur. Donc ces gens-là, ils vont essayer de se réaliser sur place sans pour autant penser de faire ces immigrations risquées. Parce que moi, j'ai travaillé au bureau d'immigration en Italie depuis 2013 jusqu'à 2020. Oui, j'ai travaillé en stricte collaboration avec la police des bureaux d'immigration. J'ai intensement, donc je sais
combien de morts j'ai enregistré avec ma main. Voilà. Donc je connais les problématiques. Je sais vraiment combien de frères nous avons perdus dans cette traversée. C'est ça. Donc pour ce qui concerne pourquoi faire ces concours-là et demander aux autres de participer. Donc quelqu'un a ses propres intérêts personnels parce qu'ils veulent participer au concours, peut-être ils veulent avoir l'internship, comme on dit chez Kengokuma ou ailleurs, mais quelqu'un est sensibilisé parce qu'il dit, OK, c'est aujourd'hui, je mets quelque chose pour aider les autres. Donc, je participe à créer un développement, je ne sais pas, pour essayer d'éradiquer. Parce qu'aujourd'hui, si seulement 1% de la population mondiale détient, je ne sais pas, la recherche mondiale, vraiment, c'est drôle. Je m'arrête ici. Je crois qu'il y a une dernière question. Dernière, et ensuite, on passe un petit interlude musical. Bonsoir. Déjà, merci pour cette conférence qui est très intéressante, qui fut très intéressante et très utile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de conférences ou d'événements autour de ces sujets-là aujourd'hui. Et ma question, en fait, était, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit plus tôt sur les financements publics. Pourquoi vous n'acceptez pas de financement public? Est-ce que c'est parce que ces financements publics vous restreignent en termes de programmes, de construction, ou c'est parce que c'est vraiment une valeur intrinsèque à l'association de garder des financements privés, que ce soit entre guillemets comme le peuple qui aide le peuple? Voilà, c'est ça. Oui, c'est la deuxième. Okay. Parce qu'en tout cas, bon, pour expérience, dans les financements publics, il y a les accords entre les États. Bon, je ne dis pas qu'ils sont mal, mais je ne dis pas qu'ils sont bien. Donc, des fois, ils sont bien, des fois, ils sont mal. Mais les valeurs dedans, c'est tout dans 5 €, ce n'est pas 5 €. Parce que derrière, il y a beaucoup de choses. Et il faut, c'est la durabilité économique, on l'a dit. Des fois, il y a des programmes qui sont vraiment beaucoup de gaspillage. Et le deuxième aspect que tu as dit, il n'y a pas. Donc, surtout, c'est ça. Et aussi, nous, on est une organisation indépendante. Donc, on ne veut pas de compromis, on ne veut pas d'influence politique ou d'autres natures, parce que l'AID, c'est la mur. La mur n'a rien à voir avec tout ça. Donc, ils sont des approches un peu différentes. Peut-être que tu peux dire un mot sur le modèle économique de l'association. Comment vous allez chercher de l'argent? Parce que j'imagine que ces activités nécessitent aussi des ressources. Donc, vous avez parlé de l'appel de fonds, peut-être. Alors, vous avez parlé des amis qui cotisent 5 €, mais je pense que ça ne suffit pas forcément à développer toutes ces actions. Le concours, quel est son modèle économique? Merci parce que tu me permets de demander une aide. Donc voilà, là-bas il y a les sites web, Baluo Salo. Je vous invite à nous aider, mais ce n'est pas un aider nous, mais c'est aider la population. Et donc vraiment, je vous dis que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de manque de confiance, il y a beaucoup de racisme, il n'y a pas les sentiments. Et donc, le modèle, c'est un modèle qui nous fait devenir vraiment un peu fou parce que c'est difficile. Mais c'est l'événement, comme le concours. On a un programme dans la prochaine été d'organiser un festival de la Cora en Italie. On fait des concerts, on doit faire une exposition de photographie. On fait aussi des petits dîners. Donc, par exemple, vous allez demain avec votre ami, avec votre classe à l'université, vous êtes 20, vous allez organiser un dîner, chacun y fait en participation 50 €, et 20 pour manger, 30 c'est une donation. On le fait souvent, ça c'est une idée pour toi. Mais on le fait souvent, mais cette initiative, ça permet de créer vraiment un esprit. Donc, comme on dit, voilà, donc, en français, je ne peux pas traduire là. Donc, voilà, donc c'est comme ça. Merci beaucoup. Voilà, j'introduis les deux griots. Donc, parce qu'on ne peut pas entendre sans l'introduire. Donc, voilà, Jali Diabaté, Youssouf Kouddio.
on est dans le milieu mandingue. Le mandingue, il a une longue histoire qu'il est débuté au Mali. Et les griots, ils sont une figure fondamentale dans la culture mandingue. Ils ont été les conseillers des rois. Ils sont les mots, c'est le savoir. Parce qu'à travers les morceaux que vous allez entendre, c'est l'histoire de l'Afrique. Donc les griots, ils sont comme les bibliothèques. À travers les chansons, ils vont parler de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique. Et donc, il n'y avait pas de roi sans des griots. Et donc, aujourd'hui, les griots, ça devient tout le temps presque un artiste. Mais cet instrument-là, c'est mystique. C'est spirituel. Autant, c'était pour guérir les malades. Autant, c'était pour montrer à les rois de faire les bons choix. Donc, tout ce qui, chaque note qu'il y a ici, c'est quelque chose qui ça doit toucher l'esprit. Parce que c'est ça la vraie kora. Et le griot, c'est quelqu'un qui il y a une grande responsabilité de la société parce que c'est comme une bibliothèque, c'est l'histoire. Donc, voilà les grands griots. Les Djaliba, ça veut dire les grands griots, les Djaliba.
Merci Anne. Eh bien, donc, je vous remercie vraiment pour ce moment formidable. Raoul, merci pour cette leçon, enfin, votre association. Comme j'ai dit, c'est des pistes, que c'est possible. On peut chacun d'entre nous changer les choses. Et là, vraiment, c'était une leçon de vie que vous nous avez donnée. Et vraiment, je vous en suis éternellement reconnaissante. S'il vous plaît, il y a l'association pour soutenir. Donc, faites passer le message à vos amis. C'est une belle association. Vous savez où l'argent ira pour la population. Et aussi, de votre côté, si vous avez des villages, des choses pour aider, ça peut être en France. Il y a les pauvres, enfin, il y a la communauté rome qui souffre beaucoup. Ça peut être n'importe où. Mais comme Raoul dit, on est architecte et le cœur, c'est quelque chose d'important. L'altérité, c'est quelque chose d'important. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Et je veux vraiment venir voir pour de vrai. Et je pense qu'avec l'association Afrique Archi, on va essayer de voir comment on peut avoir des liens. On peut peut-être faire des choses, peut-être d'autres exemples dans d'autres pays. Mais en tout cas, on va beaucoup apprendre de vous. Et mille merci. Et vraiment, merci d'être venu du Sénégal, de Grenoble, ici à la Cité de l'Architecture. Mille merci. Et je voudrais vraiment qu'on les réapplaudisse et qu'on les remercie.